la radio en question avec laquelle j'ai eu un entretien veut pour le coup rencontrer les candidats. Et il y avait 4-5 candidats qui voulaient l'Irlande, donc ils m'ont choisi moi. Et après les autres suivent en fait. Il y a personne qui parce que sinon ce serait compliqué. Telle radio veut tel candidat, mais l'autre préférait l'autre. Non, donc j'ai juste à envoyer un mail en disant bonjour, c'est moi la Nouvelle-Corée. Donc c'est un peu bizarre, c'est un des seuls métiers, postes, je pense, où c'est toi qui prends le poste, t'attends pas qu'on te le donne. C'est ouais. Aucune attente, aucun a priori. Je savais pas du tout ce que j'allais rencontrer. Je connaissais pas la culture irlandaise. Et donc je suis vraiment repartie de zéro et je savais que... Alors, j'avais quand même parlé à des gens qui y avaient vécu. J'ai parlé à cette amie-là que j'ai remplacée. Et je savais que c'était des bons vivants, donc ça me correspond. Je savais que c'était des gens qui aimaient beaucoup la nature. On m'a souvent dit, l'Irlande, tu peux peut-être un peu tourner en rond au bout d'un moment, parce qu'à part les pubs et les randonnées, ils ont rien d'autre. Moi, ça me va. Hein. Ça me va, j'ai pas besoin... même si je viens de Paris, j'ai pas besoin d'une vie culturelle débordante. Enfin, à Paris, j'allais jamais au musée, j'allais jamais voir des expos. C'est pas comme ça que je me nourris, donc... j'ai pas... Effectivement, si c'est ça qu'on recherche, on peut être un peu frustré en Irlande parce qu'il y a pas une énorme actualité culturelle, mais c'est pas ça qui m'intéresse. La nature ici, elle est incroyable et donc je savais par rapport à ça que j'allais trouver des choses intéressantes. Peut-on rire de tout ? Sommes-nous drôles, dans une langue et avec des codes avec lesquels nous n'avons pas grandi ? En toute honnêteté, l'humour est une de mes plus grandes frustrations depuis que je vis à l'étranger. Je dois bien vous l'avouer, je ne suis pas très drôle en anglais. Et il se pourrait bien que ce soit un des sujets que je vais aborder aujourd'hui. Après avoir grandi en région parisienne, Laura décide de se lancer dans des études de journalisme avec un focus sur les métiers de la radio. Elle rejoint rapidement une grande rédaction nationale française. Sauf qu'au bout de quelques années, Laura est en crise, en recherche de sens. Alors rapidement, elle revient vers un de ses rêves, un peu enfoui, partir à l'étranger pour devenir correspondante pour des radios françaises. Aujourd'hui, je vous présente Laura Taouchanoff. Elle nous parle depuis Dublin, en Irlande, où elle exerce le métier de correspondante de presse et où elle rêve de devenir stand-upeuse. Ensemble, on s'interroge justement sur notre identité à l'étranger. Est-ce qu'on dégage la même chose ? Est-ce qu'on est drôle ? Ou encore, vous sentez-vous, vous aussi, encore plus français depuis que vous avez quitté la France ? Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Je m'appelle Laura et je suis correspondante sur cette île et je rapporte toutes les news irlandaises en France. Tout ce qui intéresse le français râleur, j'en parle. Qu'est-ce qui intéresse le français râleur ? En fait, tout ce qui est différent, parce que j'ai l'impression que les Français ont une image très romantique de l'Irlande. C'est le petit feu de cheminée, c'est les moutons. Donc dès que j'ai ouais, exactement. Et d'ailleurs, le Connemara est connu par les Français que par la chanson. Les autres touristes ne connaissent pas le Connemara. Nous, on connaît vraiment. Grâce il y a que des Français qui le visitent. Bah exactement, et ils sont tous là parce qu'on le connaît de la chanson évidemment. Mais donc les Français ont vraiment cette image très rurale de l'Irlande, et c'est vrai que l'Irlande est rurale. Mais donc dès que j'ai un sujet qui touche à la ferme, aux moutons, à la tourbe, donc la tourbe, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est ce qu'on brûle dans les cheminées puisqu'il y a pas de bois, il y a pas de forêt, donc le bois c'est pas du tout une culture ici dans les cheminées. Donc on brûle la tourbe, donc il y a cette odeur dans les villages. Enfin voilà, dès que je mets un peu de couleur comme ça, à Paris on me prend des sujets. Parfois, ça peut être un peu caricatural, mais en Irlande du Nord, dès que j'ai des sujets qui touchent aux guerres de religion, protestants, catholiques, là, on est intéressé parce que c'est des choses qui sont réglées depuis longtemps en France. En fait, c'est dès que c'est très différent, mais qu'à la fois ça peut nous parler en France, ça intéresse les médias en France. T'as dû couvrir pas mal le Brexit aussi, non ? Moi, je suis arrivée il y a 1 an, donc tout ça a été réglé déjà, mais pas vraiment en fait, non, parce que... Enfin, la décision, l'application, c'est plus récent ? Ouais, c'est plus récent, et puis le protocole nord-irlandais, donc cette frontière qui savent pas où placer et qui cause autant de problèmes, elle a toujours pas été réglée, donc effectivement c'est toujours pas fini. Le Brexit, ça fait partie, mais c'est pas du tout les sujets qui m'intéressent le plus, parce que c'est tout de suite, c'est pas que c'est moins concernant pour les gens qui sont pas dans le pays, mais quand même si, en fait, c'est très technique, c'est très politique, c'est très économique, et moi c'est plus les sujets
sociétaux qui m'intéressent. Par exemple, là, j'ai fait un énorme reportage sur... Il y a toute une culture des chevaux, du cheval en ville à Dublin. Nous, a priori, dès qu'on a eu des voitures, les chevaux ont quitté le centre-ville. Mais ici, tu te promènes et t'as des chevaux comme ça en liberté sur un carré d'herbe. Enfin... Et en fait, ouais, ça fait des générations et des générations qu'il y a des écuries toujours en ville. Et aujourd'hui, t'as les jeunes qui perpétuent cette tradition, mais c'est souvent des jeunes défavorisés qui en fait, les chevaux, ça les sort de la galère. C'est soit ça, soit la drogue, en fait. Sauf que le problème, c'est que t'as de plus en plus d'associations qui disent mais ils sont pas bien entretenus, un cheval, ça coûte cher, ces jeunes n'ont pas d'argent. Donc ça, là, c'est un peu le bras de fer entre modernité et tradition. Donc tout ça, c'est ce genre de sujet-là qui m'intéresse plus. Si Laura a grandi en région parisienne, c'est en fait au cours de ses études de journalisme, puis au tout début de sa carrière, qu'elle a commencé à rêver d'une vie de correspondante de presse à l'étranger. En fait, en faisant ces études-là et en choisissant ce métier de journaliste, je me suis toujours dit c'est trop bien, je peux le faire où je veux dans le monde, il y a besoin de journalistes partout. Et donc je savais que partir c'était une envie, mais ça s'était pas vraiment concrétisé. Et là, ça faisait 3 ans que je bossais depuis la sortie d'école. J'ai beau avoir bientôt 30 ans, je suis sortie d'école un peu plus tard puisque j'ai un peu papillonné avant de commencer l'école de journalisme. Et j'en pouvais plus de mon travail à Paris, d'être dans une rédaction nationale, à faire ce qu'on appelle le hard news. C'est un mot... C'est quoi les hard news ? Bah, c'est l'actu chaude. Donc, il se passe un truc, boum, on va rebondir. T'es la balle de tennis, il se passe un truc, tu vas, hop, commentaire, réaction, le masque, pour ou contre. Et moi, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être un robot. Alors, c'est stimulant pour plein de gens, c'est-à-dire que tu changes de sujet tous les jours. C'est riche. Mais moi, j'en pouvais plus de faire des formats d'1 minute. J'avais l'impression de rester en surface, d'être un robot, d'appuyer sur play et de poser 2-3 questions, de garder le moment le plus fort de l'interview, de même pas écouter la réponse parce que je savais que j'aurais pas le temps de le mettre, que quand quelqu'un répond à une de mes questions, me dit oui, mais et ben le mais j'ai pas le temps de le mettre parce que le format est si... Enfin, en fait, j'en pouvais plus. J'avais l'impression de c'est pas ça que je voulais faire. Et donc je me suis dit, c'est soit je change de boulot complètement et je fais autre chose, mais quoi? Vu que c'est ma vocation, j'ai comme beaucoup de gens qui ont un métier passion, on se dit mais on sait rien faire d'autre, quoi. Et soit je pars. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est ça, c'est le moment, il faut que je parte. Et donc j'ai appelé une copine qui était correspondante à Dublin, parce que ils se connaissent bien entre correspondants du monde comme ça. Ils ont plein de réseaux WhatsApp où ils se parlent. Et donc je lui ai demandé, est-ce que tu sais, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un dans le monde qui part? Enfin, je prends n'importe quoi. Juste laissez-moi partir et faire autre chose qui a du sens. Et elle m'a dit, bah tu sais, Laura, moi je pars à la fin de l'année. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc elle m'a dit, bah tu veux me remplacer? Et donc je me suis dit, bah l'Irlande c'est pas mal. J'avoue que je voulais un pays, j'ai déjà vécu un petit peu au Togo quand j'étais un peu plus jeune, j'avais travaillé dans une radio et c'était super, mais j'avoue que je voulais une expérience un peu plus facile, je voulais une vie facile qui ressemble à peu près à celle que j'ai en France. Les gens vont peut-être me juger si je dis ça, mais je voulais un pays développé avec une vie qui ressemblait, voilà, parce que je sais qu'il y avait un poste peut-être en Gambie, je voulais pas que ce soit aussi challengeant, je voulais sortir de ma zone de confort, mais voilà, il y avait une place en Gambie, ça me disait moins. Et donc je me suis dit, l'Irlande c'est pas loin, les gens peuvent venir me voir, je serai pas trop isolée, je suis moitié anglaise donc je parle la langue déjà. C'est pas l'Angleterre, mais enfin voilà, c'était juste le mélange parfait entre dépaysant mais pas trop, nouveau mais pas trop, et voilà. Et donc j'ai tout vendu, j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu tous mes meubles, je ne possédais plus rien que 2 valises de vêtements, ce qui est assez libérateur, et je suis partie. Devenir correspondant de presse, c'est en fait un choix. Et ça peut paraître étonnant, dit comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que Laura a en fait donc pris le poste de son amie, qui quittait l'Irlande, et qu'elle s'est en fait surtout déclarée auprès des autres médias en disant « Salut, moi, je suis la nouvelle correspondante ». Ça veut dire plein de choses, mais notamment que personne ne l'a aidée, ne l'a accompagnée dans son déménagement. Mais c'est tout sauf ça. On n'est pas du tout pris par la main, absolument pas. J'ai eu un espèce de micro-entretien avec une des 6 radios pour lesquelles je travaille, qui sélectionne un petit peu plus les gens qu'ils envoient. Mais sinon, c'est tout. J'ai envoyé des mails pour dire bonjour, j'arrive. Ok, on prend note. En gros, c'est juste pour enlever le nom de la précédente dans leur fichier et mettre le mien.
et j'ai personne qui m'aide à trouver un logement. En plus, en Irlande, il y a une crise du logement terrible, donc il n'y a rien à louer, c'est très compliqué. J'ai dû me débrouiller toute seule, alors que tous les gens qui arrivent, là, Google, Facebook, voilà, tous les employés des GAFAM, ils ont 1 mois ou 2 de loyer gratuit payé dans des super hôtels, machin, le temps qu'ils trouvent. Moi, rien du tout. Pas de prime de déménagement, rien. Et je n'avais jamais mis un pied sur cette île, donc c'est l'inconnu, mais bon, j'ai dû me débrouiller. Mais après, je sais pas, j'étais pas trop inquiète parce que, encore une fois, c'est un pays en Europe. Enfin, je pense que j'aurais été plus inquiète, je sais pas, moi, si je déménageais au fin fond du Mexique ou voilà, là, je parle la langue, je suis dans un pays européen, je sais pas, ça m'inquiétait pas trop. Mais effectivement, j'ai dû tout faire toute seule, m'organiser toute seule pour trouver un boulot. Le seul truc que les rédactions m'ont donné, c'est une lettre attestant que, effectivement, j'ai été envoyée en Irlande. C'était plus facile pour moi de trouver un logement comme ça. Mais c'est tout ce qu'ils ont fait. C'est marrant quand même comme approche. Je vous mets au défi de trouver des boulots dans lesquels c'est à vous de contacter l'employeur pour dire qu'en fait c'est vous le nouvel employé, que l'employeur n'a finalement pas vraiment son mot à dire. Voilà, donc il y en a, donc la radio en question avec laquelle j'ai eu un entretien veut pour le coup rencontrer les candidats, et il y avait 4-5 candidats qui voulaient l'Irlande, donc ils m'ont choisi moi, et après les autres suivent en fait. Il y a personne qui parce que sinon ce serait compliqué, telle radio veut tel candidat mais l'autre préférait l'autre, non, donc il y a juste une radio RFI pour ne pas la citer qui fait une petite sélection, et puis les autres suivent. Donc, j'ai juste à envoyer un mail en disant bonjour, c'est moi la nouvelle. Donc c'est un peu bizarre, c'est un des seuls métiers, enfin postes je pense, où c'est toi qui prends le poste, t'attends pas qu'on te le donne, c'est ouais. En fait, je m'attendais à rien. Je voulais vraiment être surprise et tout découvrir. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se renseignent beaucoup sur un pays avant d'y aller ou qui sont déjà allés plusieurs fois et qui peuvent peut-être avoir des a priori. En fait, moi, ce qui est bien, c'est que j'avais aucune attente, aucun a priori. Je savais pas du tout ce que j'allais rencontrer. Je connaissais pas la culture irlandaise. Et donc, je suis vraiment repartie de zéro. Et je savais que... alors, j'avais quand même parlé à des gens qui y avaient vécu. J'ai parlé à cette amie-là que j'ai remplacée. Et je savais que c'était des bons vivants, donc ça me correspond. Je savais que c'était des gens qui aimaient beaucoup la nature. On m'a souvent dit, l'Irlande, tu peux peut-être un peu tourner en rond au bout d'un moment, parce que à part les pubs et les randonnées, ils ont rien d'autre. Bah, moi, ça me va. Hein. Ça me va, j'ai pas besoin, même si je viens de Paris, j'ai pas besoin d'une vie culturelle débordante. Enfin, à Paris, j'allais jamais au musée, j'allais jamais voir des expos, c'est pas comme ça que je me nourris, donc... j'ai pas... Effectivement, si c'est ça qu'on recherche, on peut être un peu frustré en Irlande, parce qu'il y a pas une énorme actualité culturelle, mais... c'est pas ça qui m'intéresse. La nature ici, elle est incroyable, et donc je savais par rapport à ça que j'allais trouver des choses intéressantes. Autant sur le plan personnel, le plan découverte de la culture irlandaise, enfin le plan autant sur le plan personnel, mode de vie, etc. je me suis laissée porter et j'avais pas trop d'attentes. Autant effectivement sur tout ce qui est histoire du pays, tout ce qui est vie politique, tout ce qui est voilà, tout ce qui fait en fait ce pays et l'actualité de ce pays. Là pour le coup, il a fallu que je me prépare et que je sois un minimum en fait juste informée quoi sur les principaux partis au pouvoir, pourquoi tel parti est au pouvoir, les principaux conflits qu'il y a eu dans le temps, la guerre civile, puisque c'est aujourd'hui ça explique tout. Donc ça, effectivement, je me suis bien renseignée, j'ai regardé plein de documentaires, j'ai lu quelques livres, j'ai écouté des podcasts, je me suis renseignée avant d'y aller. Et par contre, je sais qu'il y a des gens qui seront pas forcément d'accord. Moi, je pense qu'il faut pas forcément c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit être expert et tout savoir sur tout. Il y a plein de fois où je vois que, par exemple, là, il y a eu l'anniversaire de la guerre civile en 1922. Donc là, 2022, on avait les 100 ans de la guerre civile. Bon, bah, c'est un chapitre que j'avais pas encore abordé, donc j'y connaissais pas grand-chose. Bah, j'ai pas de mal à admettre l'idée que oui, j'ai dû me renseigner à fond sur le sujet avant de le traiter, quoi. Donc il a fallu que je connaisse les grandes lignes avant de partir quand même. Et puis après, je me renseigne. À chaque sujet, j'apprends plein de trucs. Enfin voilà, je deviens... Donc je pense que par exemple, les correspondants qui sont dans un pays depuis 10 ans, là, ils sont experts, ils ont fait le tour. Voilà. Moi, ça fait 1 an, donc j'apprends encore plein de choses. Mais j'ai les bases, quoi. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ? Le quotidien, le métier, la vie d'une correspondante de presse à l'étranger ? En
fait, une journée type, par exemple, c'est tous les matins, je vais lire la presse irlandaise. Clairement, le métier de correspondant, il y a une petite partie des sujets qui sont de notre tête, mais le reste, c'est on vole tout de la presse locale, puisque c'est eux qui savent. Enfin, moi, personne m'appelle pour me dire il y a ça, voilà. Donc tous les matins, je lis la presse locale, la presse irlandaise, et je vois quel sujet pourrait intéresser la France. Donc il faut que ce soit quelque chose d'assez gros. Par exemple, une petite initiative locale dans un village paumé, il y a peu de chances. Enfin voilà, faut que ça ait quand même un écho national, que ce soit un sujet assez important. Je lis la presse, je mets les sujets qui pourraient intéresser, et après j'envoie mes mails à mes 6 radios, un copier-coller, et je vois qui le veut. Parfois je fais un sujet pour 6 radios, parfois je fais un sujet pour 2 radios, parfois il y en a 4 qui... Voilà. Et j'essaie de pas faire le même quand même. Et donc je fais un mix entre la légitimité du sujet et ce qui m'intéresse moi. Par exemple là, pendant l'été, il y avait des gros problèmes à l'aéroport, il y avait des délais de malades. Ryanair, qui est la compagnie nationale, disait venez 4 heures, 5 heures avant votre vol, et encore les gens ont raté leur vol à cause du Covid, il n'y avait pas assez de staff. Ça, typiquement, je sais que c'est un sujet, tout le monde m'aurait pris ce sujet, parce que c'est concernant, blablabla, mais j'avais pas du tout envie de me pointer à l'aéroport, d'aller voir des touristes fatigués, inquiets, d'aller faire en fait ce que je faisais en France, quoi, d'aller mettre mon micro dans la merde et de voir vous êtes inquiet de rater. Ça, j'avais pas envie de le faire, donc je l'ai pas vendu. C'est ça aussi l'avantage, c'est que sujet pas proposé, sujet non existant. Pas demandé. Pas demandé. Donc ça, c'est une liberté. Après, bon, voilà, il y a des sujets, ça m'emballe moyen d'y aller, mais je sais qu'ils sont importants, donc évidemment, je me fais violence, mais... Donc voilà, c'est un peu un mix entre mes centres d'intérêt et puis l'importance et la légitimité du sujet quand même. En 2021, je suis tombée sur un podcast que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Carnet de correspondance. Dans celui-ci, on suit le quotidien pendant, il me semble, 3 ans de Marine Vlahovic. Elle est journaliste correspondante basée à Ramallah, en Palestine. Un quotidien qu'on imagine bien différent de celui de Laura, qui elle est à Dublin, en Irlande. Cependant, ce podcast que je vous encourage vous aussi à écouter m'a ouvert les yeux sur un aspect propre au métier de correspondant, de tous les correspondants, la précarité de l'emploi. C'est clairement pas fait pour tout le monde. Moi, ce que je vis comme une liberté folle et un challenge, pour d'autres gens, ce serait un cauchemar. De pas savoir combien tu vas gagner, de pas savoir s'il va y avoir assez d'actualité pour que tu payes ton loyer, parce que pas d'actu, pas de loyer, en fait. Mais moi, en fait, je vois tous les mois, j'ai mon petit carnet où je note mes reportages vendus. Tous les mois, je tourne la page, c'est une page blanche, et je vois ça comme un challenge en me disant, ce mois-ci, je vais en faire combien ? Mais c'est clairement pas fait pour tout le monde. Il y a un stress, il y a une précarité qui est énorme, parce que par exemple, quand il y a eu la guerre qui a éclaté le 24 février en Ukraine, là c'était catastrophe. Personne parlait d'autres choses à l'étranger. Il y a ce qui est normal. Enfin, il y a un conflit majeur. Évidemment que tous les yeux sont rivés sur l'Ukraine, et donc toutes les éditions, tous les journaux étaient concentrés sur l'Ukraine, et donc ce qui se passait en Irlande, on en avait rien à faire. Ce qui est normal. Donc c'était un mois très compliqué pour moi. C'est le seul mois d'ailleurs où j'ai galéré depuis mon arrivée. Et j'ai dû emprunter des sous. Voilà. Donc effectivement, c'est une grosse précarité à ce niveau-là. Après, faut aussi être honnête. On est freelance, et quand on est freelance, souvent, on peut mieux gagner notre vie qu'un salarié, parce que les mois où j'ai envie de charbonner parce que je pars en vacances après, je le fais, et je peux gagner mieux ma vie que si j'étais embauchée. Et puis je peux poser des vacances quand je veux. Enfin, c'est pas... Les pigistes aiment beaucoup se plaindre, et moi je trouve que c'est un peu injuste, parce qu'il y a énormément de points positifs. Mais par contre, elle, dans son podcast, elle était à Gaza la plupart des épisodes, mais elle était basée à Ramallah, Marine. Et elle, pour le coup, elle a un quotidien, elle risque sa vie. Moi, c'est pas mon cas. Donc effectivement, elle avait matière à se plaindre. Et c'est aussi ça qui est appréciable en Irlande, et c'est pour ça aussi que je suis venue en Irlande, c'est que c'est une zone du monde où les yeux... c'est pas qu'on s'en fiche. On s'intéresse à l'Irlande si je propose des sujets, mais clairement, le monde continue à tourner sans l'Irlande, quoi. Je suis pas au centre de l'attention. Cette fille que j'ai remplacée, qui est partie à Londres, et c'est pour ça qu'elle quittait l'Irlande. Là, elle est essorée, elle est lessivée. Les rédactions l'appellent tous les jours, un petit peu comme dans ce podcast dont tu parles, parce que Londres, c'est plus important que l'Irlande. Moi, j'ai un peu ce juste milieu parfait, dans le sens où il y a de l'actu pour que je puisse vivre, mais pas trop pour pas que je sois non plus essorée et constamment sollicitée.
Et puis oui, c'est vrai qu'il y a un manque de respect aussi, un manque de reconnaissance des chefs à Paris qui n'ont pas du tout d'idée de ce que vous vivez, vous, dans votre pays, sur le terrain. Tout le matériel, là j'ai un micro que j'ai cassé, je dois le remplacer, c'est de ma poche. Tous les abonnements aux journaux que je lis tous les matins, c'est ma poche. L'électricité chez moi, si je veux un coworking, un truc, c'est ma poche. Voilà. Mais il y a beaucoup d'avantages à côté quand même. D'ailleurs, tu as pris un coworking qui sert de la bière, qui est loin de chez toi. Alors, en fait, je pensais que c'était un truc de malade d'avoir un coworking qui sert de la bière, mais il faut savoir que je dis pas que les Irlandais sont des alcooliques, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'endroits en Irlande où il n'y a pas d'alcool. Je suis allée au cinéma l'autre jour, et donc t'avais toutes les propositions popcorn, coca, et puis il y avait un rayon de vin, bière. Moi, j'ai jamais bu de vin au cinéma, quoi. Et donc c'est vrai qu'en Irlande, il y a souvent une offre alcoolisée. Et donc dans mon coworking, il y a de la bière que je n'ose pas prendre très régulièrement puisque je n'ai pas encore de gens avec qui la boire. Mais ouais. Et du coup, ton coworking, c'est quoi ? C'est aussi pour rencontrer du monde, puisque j'imagine que du coup, tu fais beaucoup de terrain, tu rencontres des gens professionnellement, des gens à qui tu vas tendre ton micro pour raconter justement ces actualités dont tu nous parles. C'est une difficulté qui remonte dans beaucoup d'épisodes en fait de French Expat, c'est la difficulté à tisser des amitiés solides, durables à l'étranger. Comment est-ce que tu te situes, toi ? Comment ça se passe ? Mon plus gros challenge, ça va être... ça a été plus la vie privée que ce travail-là, en fait, parce que quand vous déménagez dans un autre pays, en tout cas, tous les gens qui arrivent en Irlande pour travailler dans ces grandes entreprises, Google, Facebook, Amazon, etc., ils arrivent et c'est la colo, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une happy team, comme ils appellent ça dans les entreprises, pour vous accueillir. Toutes les semaines, ils organisent des trucs, des événements, des sorties. Moi, je travaille toute seule. Et c'est vrai que j'ai déménagé dans un pays en sachant que j'aurais pas de collègues, et c'est un peu la base, la première base qu'on a pour se faire des amis. C'est le travail. Moi, c'est vrai que c'est pas pendant un reportage que je vais... c'est pas en interviewant quelqu'un pendant 10 minutes que je vais après prendre un café, et voilà. Donc c'est vrai que ça a été le plus gros challenge, on va dire, et c'est pour ça que je me suis inscrite dans ce coworking-là, qui me coûte énormément d'argent, puisque Dublin, c'est très cher. Mais c'est un sacrifice que je fais pour rencontrer des gens, et ne serait-ce que, même si on se parle pas, ne serait-ce qu'être avec des gens, ne pas être chez moi, en fait... parce qu'il y a un moment, j'étais chez moi, j'étais dans mon salon tout le temps, toute la semaine, et j'avais pas encore assez d'amis pour sortir le week-end, et je ne voyais personne, et je me suis dit, mais non, ça va pas, là, faut changer quelque chose. Donc effectivement, ce serait ça le plus gros challenge. Après, je suis dans un pays, j'ai de la chance d'être dans un pays où les gens se parlent très facilement. Je pense que c'est pareil aux États-Unis, et ils sont très doués pour ce qu'on appelle le small talk, la conversation, ils adorent faire la conversation. Voilà. On n'est pas très doués pour ça, nous, en France. Ouais, exactement. Et moi, quand je suis arrivée dans mon quartier, les gens me souriaient, les gens baissaient la vitre de leur voiture pour me dire bonjour. Et mon premier réflexe de française, de parisienne, c'était mais tu veux du pain ? Qu'est-ce que tu veux ? Et après, en fait, ça m'a pris aussi du temps, moi, pour m'ouvrir et me dire bah non, si quelqu'un te parle, c'est pas forcément qui veut ton numéro, qui veut t'embêter, te harceler ou non, c'est juste que les gens sont sympas et ça c'est super. Après en Irlande, il y a aussi tout n'est pas rose, hein, c'est très facile de faire ce premier contact. C'est plus difficile d'avoir une relation après plus intime et que ça aille un peu plus deep, un peu plus personnel. Ils sont un petit peu plus mal à l'aise avec ça. Alors qu'en France, ça prend peut-être plus de temps, mais une fois que la personne est ouverte, je pense qu'après, il faut juste s'adapter à la culture. Mais en tout cas, en déménageant ici et en voyant la facilité et la chaleur des gens, et voilà, je me suis dit waouh, mais les gens qui déménagent à Paris, bon courage, quoi. Du coup, là, toi, tu es correspondante radio. Il y a d'autres correspondants, du coup, français, francophones, basés à Dublin. Est-ce que ça a été un de tes premiers réseaux, peut-être, de travail aussi, qui t'a permis de rencontrer un peu de monde ou... Alors, c'est ça aussi, ma difficulté, ça a été qu'il n'y a pas d'autres... je suis la seule journaliste correspondante francophone. Il y a un mec qui bosse pour l'AFP, l'agence française de presse, un Anglais, mais qui a sa vie plutôt en Angleterre, donc il est là on et off, enfin il est pas souvent là, et je crois qu'il y a une équipe de télé japonaise, mais sinon c'est tout, il n'y a pas d'autres correspondants, donc ça fait qu'il y avait une correspondante à Belfast qui est partie à Londres et ils l'ont pas remplacée non plus, puisqu'avec le Brexit c'est plus compliqué de vivre dans la partie nord Royaume-Uni, mais donc je suis clairement toute seule. Mais ça a un avantage,
C'est-à-dire que dans d'autres pays, vous avez des correspondants numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et quand le numéro 1 part en week-end, c'est le numéro 2 quand il est malade. Enfin voilà. Et donc c'est un petit peu la guerre. Ils peuvent pas proposer autant de sujets qu'ils veulent parce qu'il faut vérifier un peu avec les autres. Enfin, faut pas se manger. Voilà. Moi, au moins, je n'ai pas ce problème-là. En plus, me connaissant, j'aurais fait la grosse victime. J'aurais tout laissé aux autres. Donc là, au moins, j'ai pas à me demander est-ce que je suis pas en train de marcher sur les plateformes. Non, voilà. Je suis toute seule. J'ai toute l'île pour moi, toute seule. Et ça, c'est quand même une liberté folle. Du coup, tout ça, ça t'occupe bien au quotidien. Tu commences à te construire ton réseau aussi perso. Et moi, je t'ai découverte parce que tu as lancé un podcast qui n'a rien à voir. Rien. Qui s'appelle Ne le dites pas à mes chefs. Dans lequel, en fait, tu nous expliques que tu es donc correspondante de presse pendant la journée. Et j'aime bien la manière dont tu tournes ça. C'est et la nuit, dans mes rêves, je suis stand-upeuse. C'est ça? C'est tout à fait dans mes rêves et parfois j'ai un peu l'impression d'être un peu poker face, d'avoir ma casquette de journaliste super sérieuse et en fait c'est pas ça Laura. Mais on peut être les deux, hein. On peut très bien être les deux. Mais c'est aussi qu'il y a cette image des journalistes comme d'autres métiers peut-être. On doit être sérieux, on doit tout savoir sur tout et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens avec un ego surdimensionné dans ce métier. Et moi, en fait non, on peut être aussi soi-même en faisant ce métier-là. Est-ce que tu peux me raconter en fait l'objectif de ce podcast et puis cet attrait que tu as pour le stand-up, est-ce que c'est quelque chose que tu avais avant de quitter la France? Parce que dans les pays anglo-saxons, c'est quand même c'est un peu un sport national, le stand-up, c'est hyper valorisé aussi. Ouais, en fait, je pense que j'ai toujours aimé m'adresser. En fait, pendant des années, là, je faisais ma façon d'exprimer ça, c'était plus en faisant des petites stories marrantes sur Instagram, voilà, mais c'était un peu plat. Je me disais, j'aimerais bien faire quelque chose d'autre. J'aimerais bien que ce soit un peu plus encadré que juste quelqu'un qui rigole sur Instagram. Et donc, je me disais, oui, du stand-up ou des cours de théâtre. Mais je sais pas, je sais pas si c'est mon métier, mais je sais pas, j'arrivais pas à me lancer, à me dire que je pouvais. En fait, j'ai du mal à accepter l'idée que je peux être journaliste et faire du stand-up ou de la comédie à côté. Et donc, je réfléchissais et j'ai toujours aussi voulu lancer un podcast. Mais je me disais, il y a tellement de journalistes ou de gens qui parlent dans un micro juste pour qu'on les entende et qui n'ont pas vraiment de but. Enfin, tu vois, je pense que je suis allergique au narcissique, mais il y a vraiment beaucoup de journalistes qui, parce qu'ils ont ce format hyper bridé dans leurs médias, créent un podcast et c'est juste moi. Enfin, et il y a rien. Bon, c'est un peu ce que je fais dans le mien, donc mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu vide. Il y a pas. Donc je voulais pas non plus créer un podcast juste pour qu'on m'écoute parler dans un micro. Je voulais qu'il y ait un vrai projet. Et un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic comme quoi parfois, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Pourtant, toutes les idées, tout était là, mais un jour, j'ai vu plus clair et je me suis dit, mais voilà ce que je vais faire. J'ai envie de faire du stand-up, mais j'ose pas vraiment monter sur scène. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je me sens trop vulnérable pour le faire. Et j'aime beaucoup parler dans un micro. On va faire un espèce de truc un peu à ma sauce, un espèce de stand-up version. Et au final, c'est pas vraiment du stand-up parce que j'écris pas comme je ferais si je faisais du stand-up. C'est plus, j'ai envie d'aborder. J'adore observer les gens quand j'ai rien. C'est ça le stand-up en même temps. Tu parles beaucoup des observations de la société. C'est ça. Et j'adore observer les gens et me moquer, mais gentiment. Mais tu vois, de ce qui fait nos différences, j'adore dans le bus noter des trucs sur les gens que je vois c'est vraiment quelque chose qui me passionne et quand je séchais les cours du lycée c'est vraiment un truc que j'adorais faire, c'était de me mettre sur un banc et de regarder les gens et d'imaginer leur vie voilà. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Laura? Non mais oui, et puis une fois ma mère est passée dans le bus, m'a vue sur un banc et elle m'a dit mais tu vas pas en cours pour t'asseoir sur un banc. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai créé ça et c'est aussi que j'ai grandi avec j'ai une sœur jumelle et donc j'aime bien, enfin j'ai toujours eu l'habitude de pouvoir exprimer un peu mes pensées sombres, mes trucs, mais enfin voilà, j'ai toujours eu mon petit double maléfique à côté de moi et donc j'aime bien aussi m'adresser aux gens sans filtre, un peu comme je le ferais avec ma sœur jumelle et donc c'est un peu ça aussi que je fais quand j'enregistre mon podcast toutes les semaines. Et en fait, ce qui me fait énormément plaisir, c'est les gens qui m'écrivent après en rebondissant sur mes histoires et en me racontant 3 fois pire. Et en fait, je trouve ça tellement libérateur parce qu'on se bloque tellement dans la vie sur plein de choses en pensant qu'on est plus tordu, qu'on est plus pervers, qu'on est plus bizarre, qu'on est plus ci, En fait, on est tous pareils. C'est juste qu'il y en a qui ont peut-être plus de facilité à en parler.
Et donc ça, c'est très se moquer de soi-même, de mes névroses, de mes trucs, c'est vraiment quelque chose d'un peu libérateur. Puis c'est très rigolo à écouter, je le précise. Et puis c'est vrai, comme tu le dis, en fait, ça c'est décomplexe à mort, je pense, de chaque côté du micro, côté écouteur et côté micro. Du coup, toi, c'est quoi? Ça te rassure? Est-ce que tu penses que ça te prépare à un jour peut-être t'emparer du micro devant une audience? Parce que finalement, l'audience, tu l'as, c'est des gens qui t'écoutent. Ouais, je pense que ça me prépare énormément. En fait, parce que du coup, je teste, je vois... parce que du coup, vu que j'ai toujours pensé que ce que j'avais à dire était obscène ou... Alors qu'en fait, non. Et du coup, je vois qu'en fait, les gens... Et des gens avec qui j'ai rien en commun. Hein, ma mère le partage à ses collègues. Et je me dis, si ma mère le partage à ses collègues toutes les semaines, c'est que ça va. Voilà. Donc ça me rassure aussi sur le fait que je peux m'en rendre... Et en plus, que plus je me rends vulnérable, plus je me moque de moi, de mes névroses, plus ça parle, en fait, aussi. Et ça, c'est hyper chouette. Donc ça me prépare au stand-up et peut-être qu'un jour je le ferai. Même si j'aime bien mon format. Je dis que c'est un format de lâche parce que je me cache derrière mon micro et on me voit pas. Ah oui, tu te livres quand même. Ouais, donc c'est pas si lâche que ça. Mais un jour, je pense que oui, d'ailleurs, oui, je me suis inscrite à une formation de stand-up, donc je vais pas avoir le choix, puisqu'à la fin des 10 semaines de formation là qu'on fait en début d'année, on est obligé de faire un stand-up. Mais là, ça va aller parce que ça va être devant des gens qui viennent voir. Des gens qui débutent, qui n'ont aucune attente. Voilà. Mais donc ça va être le moment d'essayer de voir si je me décompose ou pas. Trop bien. Donc du coup, ça va être en anglais. Tu vas écrire en anglais. Voilà. Donc c'est aussi plus facile pour moi parce qu'il y a une certaine distance vu que je le fais en anglais. Je sais pas, ça protège un petit peu. Enfin, t'as des nuances culturelles et tout qui, dans une autre langue, c'est pas facile quand même d'écrire pour faire rire. Moi, je me trouve très drôle en français, mais en anglais, ça va beau faire 15 ans que je suis aux États-Unis, je suis pas drôle. Moi, j'ai tenté une blague parce qu'en France, on adore les blagues. C'est pas des blagues de racistes, mais on adore les blagues, voilà. Et je me souviens, j'ai une discussion avec mon coloc irlandais et on parlait de Weinstein, tout ça. Harvey Weinstein. Je me souviens plus de l'autre. Bon, bref, tous ces Américains très influents qui ont agressé des femmes. Et mon coloc disait, ah bah oui, eh ben, on voit le dénominateur commun entre tout ça. Et moi, je dis, bah oui, ils sont juifs. Et évidemment, je rigolais. Et lui dit, bah non, ils sont américains. Enfin, il y a des blagues qui passent pas du tout. Et j'ai dû adapter mon humour. Mais l'Irlande adore le sarcasme et l'humour noir. Donc ça va, pour le stand-up, ça pour le coup, ça va. Puisqu'ils sont assez libérés. Ils ont un humour assez sarcastique là-dessus. Mais effectivement, faut adapter, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être soi-même dans une langue étrangère. Je pense que tous les gens doivent te le dire aussi, peut-être pendant ton podcast. Ouais, mais c'est difficile d'être soi-même. Oui, c'est vrai, t'as pas forcément t'as l'impression d'être vrai vis-à-vis de qui t'es, mais il y a pas de spontanéité de la même manière. Ouais, puis tu ne dégages pas la même chose, en fait, j'ai l'impression. Alors, qui est la Laura irlandaise? Awkward, c'est le mot qui me vient en anglais. Je pense que je suis gênante. je pense que je suis gênante parce que on me dit souvent you're so extra. T'es toujours plus. On m'appelle la tornade. C'est pas moi qui suis plus, c'est vous qui n'êtes pas assez, peut-être. Parce que c'est vrai que je suis très expressive. Je suis un peu une boule d'énergie. Je suis et les filles, elles sont peut-être un peu plus réservées. Ouais, donc t'es pas si différente de... Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que... Et tu vois, je parle beaucoup dans mon podcast de la vie amoureuse en Irlande, enfin des rencontres amoureuses, etc. Et c'est vrai que même nous en France, on flirte. Le flirt, c'est pas pareil. En Irlande, les codes sont pas les mêmes. Ici, en Irlande, les hommes flirtent pas du tout. C'est les femmes qui sont vachement entreprenantes et c'est mal vu pour un homme d'aborder une femme. Enfin, c'est pas que c'est mal vu, mais ils sont très timides en fait. Et donc ici, on va dire que la séduction en Irlande, c'est on se moque l'un de l'autre et c'est un peu comme à l'école, qui aime bien châtie bien. Et plus tu vas te moquer de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, peu importe, plus il ou elle va comprendre que t'es intéressé. Alors que nous, en France, on est très... c'est un peu la séduction, c'est bon. Donc c'est vrai que c'est d'autres codes qu'il faut un peu appréhender. Cela fait aujourd'hui un petit peu plus d'1 an que Laura s'est installée en Irlande, une vie dans laquelle elle semble plutôt épanouie. Alors, est-ce que la vie de correspondante de presse est faite pour elle? Est-ce qu'elle s'imagine couvrir un jour d'autres destinations? Si j'ai un jour envie de rentrer d'Irlande, ce sera pour rentrer en France. Ce sera pas pour... parce qu'il y a des correspondants qui enchaînent pendant des années. Un pays. Moi, ça m'a demandé beaucoup d'énergie de démarrer ma vie ici. Et je pense que... Je sais pas si c'est mon âge ou... Enfin, je pense que j'aurais pas l'énergie et l'envie de recommencer encore à zéro ailleurs.
Et puis je vais aussi avoir envie de me poser, j'ai envie de fonder une famille, j'ai pas envie de partir d'un pays à l'autre, de repartir à zéro constamment. Donc clairement, je déteste dire ça parce que j'ai l'impression que tous mes choix dépendent de ma vie amoureuse, mais je pense que je vais rester 4 ans. Et si dans 4 ans, je suis célibataire et que je n'ai pas rencontré d'Irlandais, je vais rentrer en France. Ce sera au moins 4 ans. Non, mais je caricature, mais en gros, je vais rester à peu près 4 ans. Et si je vois que j'ai fait le tour, parce qu'au bout d'un moment, bon, c'est une petite île, c'est un petit pays, donc je vais avoir fait le tour assez rapidement des sujets d'actualité, etc. Et si je vois que j'ai fait le tour ici, que j'ai rien qui me retient ici, je rentrerai tranquillement en France. En étant retombée amoureuse de mon pays, je le sens déjà là que j'aime la France. Je la détestais avant de partir. Et là, clairement, je me rends compte, ne serait-ce que notre système de santé. Enfin, il y a tellement de choses. On a tellement de chance sur plein de trucs et partir, ça te fait vraiment retomber amoureuse, enfin, j'espère. En tout cas, moi, ça me le fait, de mon pays d'origine. Donc, je serais aussi contente de rentrer en France un jour. Il n'y a pas de problème avec ça. Je sais pas si toi, ça te fait ça, en fait, mais je sais que moi, je me suis jamais sentie aussi française qu'une fois que je suis partie de France, en fait. Ah bah oui, mais je vois tout ce qu'on fait. Je sais pas, des trucs anodins que je fais. On me dit, oh, you're so French. Oui. Et en fait, c'est parce qu'on te fait remarquer des choses que tu fais qui sont apparemment très françaises et toi, tu pensais que c'était normal. Ou, je sais pas, mais des trucs tout bêtes. Je mets un concombre dans un cocktail, on me dit, ah, c'est tellement français, c'est classe. Alors, je me suis rendu compte. Alors, je sais pas si c'est un truc d'Irlandais, parce que les Irlandais sont très complexés face aux Anglais, avec toute leur histoire, leur passé. Ils ont l'impression d'être des ploucs et ils sont très, très peu confiants. Ils ont pas confiance en eux. Ils pensent que c'est des gros beaufs et ils ont vraiment une image terrible d'eux-mêmes. Et donc, ils valorisent énormément les Français. Et nous, on est classe, nous, on vient du pays du parfum, la ville, les pubs, tu vois, Dior. Voilà, ça, c'est nous. Et donc, il y a une espèce de réputation. Les femmes françaises sont super élégantes, beauté minimaliste. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de maquillage que les Irlandaises, mais... Et donc c'est vrai que je me suis rendu compte de tout ça. Par exemple, que sortir les cheveux mouillés, m'en fous. Moi, je me fais pas de brushing. Et ma coloc me disait, mais waouh, mais c'est fou, les Françaises, vous êtes pas très apprêtées, ça passe, alors que les Irlandaises, c'est brushing, après on fait les boucles, après la laque sur le visage pour que le maquillage tienne. C'est vraiment tout un... Je me sens beaucoup moins femme depuis que je suis ici. Les Irlandaises, c'est un rite, la préparation avant de sortir. C'est-à-dire qu'elles ont même des patchs à mettre sous les aisselles pour pas transpirer à travers les robes. C'est vraiment tout un truc. Donc c'est vrai que j'ai découvert un peu l'image de la française en Irlande, quoi. Y a-t-il un conseil que Laura se donnerait rétrospectivement, qu'elle donnerait à la Laura d'il y a 1 an qui partait alors s'installer en Irlande ? Je pense que le conseil que j'aurais bien aimé me recevoir, c'est de pas... Parce que j'ai eu des petits moments d'angoisse, Bon, de toute façon, c'est normal quand on déménage dans un nouveau pays, même si c'est l'Irlande, que c'est pas loin de la France et que tout est un petit peu connu. J'ai eu des petits coups de stress et en fait c'est juste de me calmer et de me dire que c'est pas pour la vie, parce que je suis un peu partie en tout vendant, en me disant bah voilà, maintenant c'est l'Irlande, surtout que j'ai une mère anglaise qui est arrivée en France à peu près à l'âge où j'ai déménagé en Irlande, et donc je me suis un peu dit bah voilà, maintenant un peu dans son histoire. Voilà, exactement. Et en fait non, de me dire mais en fait c'est juste une page, ça peut être pour toute la vie si je le veux, mais c'est juste chaque année je vais faire le point et si j'ai envie de rentrer je rentre, et c'est surtout pas un échec. Parce que je trouve qu'en tant qu'expat, on a un petit peu cette pression du nombre d'années où on part aussi. Si elle rentre au bout d'1 an, c'est que c'était pas courageuse, mais bon, pas non plus dingue quoi. Elle est rentrée au bout d'1 an, moi aussi je peux le faire. 2 ans, 4 ans, il y a un peu cette pression là, je trouve, de notre entourage en France. Et de me dire, non, en fait, si au bout d'1 an j'ai envie de rentrer, ce sera une super ligne sur mon CV, ce sera une super expérience, et c'est quand même une expatriation d'1 an qui est super. Et donc voilà, de dédramatiser un petit peu tout ça, de me dire que je peux rentrer quand je veux, je reprends ma vie en France, et que tant que, le jour où je suis plus heureuse, je rentre. Voilà. Et pour l'instant, je suis super heureuse. Depuis la création de French Expat, j'entends beaucoup parler de potentiel échec d'expatriation. Mais c'est quoi un échec d'expatriation ? C'est être rentré trop tôt ? C'est s'être écouté ? C'est avoir décidé d'aller vivre sa vie ailleurs ? C'est avoir décidé de se rapprocher de personnes qu'on aime ? Peu importe les raisons finalement. Mais si on habite à Paris, qu'on décide de partir à Dijon et qu'au bout d'1 an ça va pas et qu'on rentre, est-ce qu'on va nous dire que c'est un échec de la même manière ?
Mais je sais pas, même moi je me disais au début, faut pas que je rentre avant 3 mois. Parce que sinon ma famille, mais c'est peut-être moi et mon besoin d'être validée, tu vois. Mais effectivement, non, si je rentre trop souvent, mes potes vont croire que je suis pas vraiment heureuse là-bas et que donc parfois je me dis non, pendant 6 mois je rentre pas. Mais c'est ridicule, mais je sais pas, je pense que c'est aussi des réflexions des gens qui restent et qui sont un petit peu, je sais pas si c'est de la jalousie ou de l'envie des gens parce que quand vous partez dans un pays, il y a plein de gens qui vous disent toujours oh là là, mais je pourrais jamais le faire, j'admire ton courage. Et les gens pensent que pour moi le courage c'est de rester dans une vie qui te correspond pas en France, mais moi je te trouve courageuse de te lever tous les matins pour aller à un boulot qui te saoule et de pas prendre. C'est toi la courageuse, c'est pas moi. Et je pense qu'il y a un peu d'envie aussi des gens qui aimeraient le faire mais qui osent pas et qui du coup nous mettent un peu la pression aussi parce qu'ils vivent un peu à travers nous enfin je sais pas. Je pense que aussi ça vient beaucoup de nous et qu'on se met la pression alors que les gens se diraient pas elle est rentrée, c'est un échec. Je pense que c'est nous aussi. Je pense que quand on part, on a aussi envie de se prouver pas mal de choses. Qu'on peut le faire, qu'on peut y arriver, qu'on n'est pas lié à notre famille, qu'on peut survivre seul et que voilà. Donc je pense que c'est un peu un mélange des petites remarques peut-être de notre entourage, mais aussi beaucoup de la pression qu'on se met nous-mêmes. Je pense. Finalement, en quelques mois à peine, malgré quelques galères pour s'installer, Laura donne l'impression d'être très épanouie. S'il y avait un dernier petit conseil qu'elle pouvait donner, ce serait quoi ? Vous allez voir, c'est un conseil en rapport avec l'une de ses passions. Le stand-up, moi c'est une passion, c'est un truc que j'aimerais faire un jour, mais je trouve que c'est aussi très utile en tant qu'expatrié d'aller voir du stand-up, s'il y en a en tout cas dans le pays où on s'expatrie, parce que je trouve que l'humour, c'est vraiment un baromètre, ça donne une indication vraiment très claire sur le pays dans lequel on déménage. Qu'est-ce qui passe, les blagues qui font rire. Moi, quand je vais voir du stand-up en Irlande, c'est des blagues sur les Anglais, c'est les colonisateurs. C'est des blagues sur le fait qu'ils sont justement un peuple un peu gênant, un peu ci, un peu... En fait, ça permet vraiment de découvrir la culture, de s'imprégner de la culture. C'est un accélérateur, je trouve. Et donc, j'encourage vraiment les gens qui s'expatrient, si les gens aiment rire, mais je pense que tout le monde aime rire, et qu'il y a du stand-up dans leur région, d'aller voir du stand-up des comédiens, en fait, parce que c'est vraiment une bonne façon de voir un peu ce qui fait rire, ce qui plaît... ce qui choque, ce qui marche, voilà. Je trouve que c'est une bonne façon de découvrir un peu le pays dans lequel on déménage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Laura Taouchanoff pour ce très chouette moment passé ensemble. Et puis je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, un super spectacle de stand-up. S'il y a des Français par ici à Dublin, dès que j'ai les dates de son spectacle, je vous les mets dans la description de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, lors de votre déjeuner du dimanche, auprès de la machine à café ou sur les réseaux, à peu près comme vous voulez. En tout cas, nous, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Tradition oblige, je vous propose de découvrir tout de suite un petit extrait de ce qui nous attend mardi prochain. Je vais prendre un exemple tout bête. Je suis allé en République dominicaine il y a quelques années, justement parce qu'il y a beaucoup de monde qui va en République dominicaine et c'est un vol long courrier. Je crois que c'est 9 ou 10 heures de vol pour aller en République dominicaine et qui vont uniquement en République dominicaine pour rester à l'hôtel, faire du all inclusive comme on appelle ça, rester dans la piscine, manger à volonté, etc. Ça, typiquement, ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, ça ne devrait pas exister en 2023. Mais je me dis que j'ai quand même une sensibilisation potentielle à faire en partant du concept que, moi, si je vais en République dominicaine et que je fais une vidéo en République dominicaine qui va montrer tout sauf les hôtels all inclusive, qui va montrer la population locale, montrer que non, les gens ne sont pas des tueurs en République dominicaine, qu'il y a plein de belles rencontres à faire, qu'il y a plein de belles natures avec des cascades, avec des randonnées, avec plein de choses à découvrir en République dominicaine. Si je fais en sorte que cette vidéo soit assez vue par pas mal de monde et que si tu tapes sur Google République dominicaine, parce que tu avais déjà pris tes billets d'avion et que tu te dis où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais pouvoir faire potentiellement dans mon hôtel et tout, je me dis que ma vidéo peut intéresser des gens, leur donner envie de sortir un peu
de leur zone de confort de l'hôtel all inclusive qu'ils avaient peut-être pensé faire uniquement, découvrir uniquement, et ça peut peut-être donner un impact différent aussi à la destination, et au moins tu motives des gens à voir la destination autrement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.